Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur notre chaîne de podcast Enquête du philosophique. Celles et ceux qui nous ont suivis avec assiduité ont pu remarquer une pause de 6 mois dans la diffusion de nos épisodes. Nous voici de retour, et non seulement nous reprenons le cycle 2, mais en plus nous ferons les hors-séries annoncées, le cycle 3 et d'autres projets qui sont déjà prévus. Nous terminons donc aujourd'hui sur le cycle de l'IA avec le dernier épisode du cycle de l'IA et cette question: une IA morale est-elle possible? Pour celles qui prennent le cycle du début et qui ont la chance de tout écouter en enchaînant les épisodes, et auquel cas je demande pardon au nom de toute l'équipe pour l'épisode précédent qui avait des problèmes de soufflerie et de travaux en arrière-fond, nous en sommes navrés. Donc pour celles qui prennent le cycle du début, c'est bon, tout va bien. Pour les autres, un rappel de certains termes est nécessaire. Donc je vais rappeler l'une des oppositions essentielles de notre réflexion, et c'est surtout sur cette opposition essentielle que va se jouer les 3 questions que contiennent en fait cette question: une IA morale est-elle possible? Nous avons parlé depuis le début du cycle d'IA faibles contre des IA fortes. L'idée d'une IA qui serait morale suppose en fait, pour commencer, que l'IA jouirait pleinement de l'autonomie, alors sinon de sa volonté, du moins de sa cognition, c'est-à-dire de la détermination des conditions des opérations de son intellection, de sa capacité à saisir la multiplicité des éléments du réel en vue d'établir l'homogénéité du monde comme expérience finie et unifiée. Je le disais dans les épisodes précédents, nous pourrions envisager que certains êtres humains, en tant qu'IL, sont aliénés, soit par leur travail, soit par les conditions d'épanouissement qui ne sont pas réunies, d'asservissement systémique. Ces êtres humains-là ne peuvent pas forcément jouir du contenu de ce que l'on entend par le régime de l'IA forte, c'est-à-dire de l'autonomie pleine de leur volonté. Une partie de la population ne jouit pas aujourd'hui de l'autonomie de sa propre volonté et doit dépendre de la volonté d'autres êtres humains, d'autres considérations que celles consistant à l'épanouissement de leur détermination. C'est un paradigme fascisto-capitaliste, et ce n'est pas un terme barbare, c'est une réalité, qui est aujourd'hui le paradigme sous lequel nous vivons, avec la plupart des énergies politiques dans la plupart des pays occidentaux, entre guillemets démocratiques, c'est une vaste blague, qui s'évertuent en fait à réinstaurer les conditions de possibilité de l'esclavage. L'IA faible est en revanche à l'honneur. Cette l'IA faible correspond à cette image-là de l'humanité aujourd'hui, asservie, obéissante, exécutant les tâches qu'on lui fixe sans se projeter plus loin que les seules opérations de calcul qui les occupent. Votre calculatrice, même les plus performantes, votre ordinateur, votre télévision intelligente, vos consoles de jeux, l'amplificateur de votre installation Hi-Fi, l'horloge de votre four, tout cela, ce sont des IA faibles. Là où les choses peuvent paraître surprenantes, c'est que Alexa, l'IA d'Amazon, alors je disais à tort dans un épisode précédent qu'il s'agissait de l'IA de Google, est une IA faible. De ce point de vue-là, ce sont des rouages. Et de ce point de vue-là, la plupart des êtres humains aujourd'hui sont des rouages d'un système d'optimisation monétaire. Toute IA qui n'est pas consciente, qui n'est pas libre, est faible. Toute IA qui n'est pas dans la capacité de faire ses propres choix, toute IA qui ne peut pas déployer, selon le principe de sa propre déterminabilité, les critères qui sont les siens, est une IA faible. Vous vérifiez alors que nous sommes globalement à l'ère de l'IA faible extrêmement forte. C'est d'ailleurs le parti pris des épisodes de ce cycle, et c'est même sous ce nom que j'en parle depuis le début, une IA faible extrêmement forte. Mais alors, si ces IA sont toutes faibles, et si elles dépendent des conditions de constitution établies et décidées par une autre conscience, en l'occurrence ici la conscience humaine, la question de savoir si une IA peut être morale a-t-elle le moindre sens? Si de toute façon l'IA dépend de la conscience humaine, est-ce qu'il est pertinent de se demander si une IA peut être morale? En tant qu'elle n'est pensée que pour être l'esclave de la raison humaine et la catalyse des moyens de production et de calcul des êtres humains, l'IA peut-elle avoir sa propre morale? Autrement dit, l'IA qui n'est qu'une extension des moyens de la conscience humaine, pourrait être autre chose qu'une partie de l'intention humaine. Un prolongement, si vous voulez. Je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Avant de pouvoir répondre à la question « une IA morale est-elle possible ?»,
nous devons en fait nous demander si la moralité de l'IA n'est pas avant tout la moralité de l'être humain dont l'IA est une extension. Je disais dans l'épisode sur la conscience extraterrestre que nous n'étions pas capables de nous représenter la forme que pourrait prendre une véritable conscience autre, et ce faisant que nous menions la recherche sur l'IA dans la direction d'un mimétisme. Je disais aussi que la révolution technologique et philosophique de la Renaissance tenait à ce que l'humanité se détachait peu à peu de la reproduction des mécanismes de la nature, c'est-à-dire que notre imagination s'émancipait du mimétisme. J'avais parlé de Nicolas de Cuse. La très haute technologie nous a poussé, en fait, aujourd'hui, à retomber dans les cordes de nos limites représentationnelles, de sorte que, cela aussi je l'ai proposé dans un épisode précédent, de sorte que nous pensions au déploiement d'une IA forte en cultivant par exemple des ordinateurs à réseau de neurones. Mais même lorsque d'autres pistes se déploient, nous prenons tout de même appui sur notre compréhension des conditions de possibilité du réel tel que nous le concevons. En témoignent par exemple les ordinateurs quantiques, qui sont une autre façon de modéliser un mimétisme. Alors un mimétisme plus complexe, plus technique, mais un mimétisme quand même. Nous sommes là encore tenus figés dans nos représentations et nous ne parvenons pas à nous émanciper de ce qui nous limite. Comment trouver une voie technologique pour produire une IA qui serait forte si d'une part les conditions de notre recherche sont motivées par des intérêts politiques, bureaucratiques et financiers, ce que saint Augustin incarne dans la concupiscence sous le régime de la libido dominandi, et si, d'autre part, les conditions de notre recherche sont plaquées contre le mur de nos représentations, nous condamnant à un pâle mimétisme de ce dont nous ne comprenons pas les conditions d'apparition. La plupart des commentateurs actuels appellent encore l'apparition de la conscience un miracle, c'est-à-dire en fait exactement ce qu'on entend sous le terme de boîte noire, soit un contenu dont nous ignorons tout, mais dont nous célébrons la possibilité du contenant. Alors cela ne nous permet pas de chercher à reproduire ce que ça fait que d'être conscient, cela nous coince au niveau d'un mimétisme matériel. Nous voulons, et c'est tout le problème du test de Turing, nous voulons l'expérience d'être en face d'une conscience, nous ne recherchons pas vraiment l'expérience de la conscience qui serait autre. Mais peut-on seulement concevoir une conscience qui serait autre ? C'est un problème philosophique fondamental. Quand on réfléchit sur l'IA, il faudrait d'abord commencer par se demander si, en fait, nous sommes capables d'imaginer ce que serait vraiment l'IA. Et à mon avis, on devrait finir par réussir à la produire, mais pas vraiment comme nous l'attendions. Dès lors, puisque nous reproduisons un fac-similé de la conscience, en fait, est-ce qu'il est seulement pertinent de lui chercher des règles morales ? Règles morales que l'être lui-même ne respecte même pas. Nous voyons tous les jours avec les conditions d'utilisation de toutes ces IA faibles hyper fortes, proposées par Apple, Spotify, Amazon, Samsung, et toutes les autres marques de tous les produits technologiques, qui sont les excroissances de nos capacités de conscientisation du monde. Ces conditions d'utilisation qui sont pensées systématiquement pour contourner au maximum les règles légales de protection de la vie privée, la capture de nos données, de nos habitudes, la violation systématique de nos individualités, sans parler même des algorithmes qui s'approprient votre image, je ne peux pas dire notre image parce que je ne participe pas à ce genre de choses, au travers de photographies de vous ou de vos enfants, mises par vous-même à disposition d'applications ludiques, de transformation de votre âge, de votre peau, toutes ces données que vous mettez sur les réseaux sociaux et que vous consentez innocemment à donner et qui permettront à des IA faibles hyper fortes d'apprendre à être de plus en plus performantes, mais qui surtout, hélas, sont au service d'êtres humains qui se fichent éperdument de vos droits. Pourquoi parle-t-on seulement des conditions de possibilité d'une IA morale, alors même que l'être humain déploie l'usage de cette IA dans un espace qui est déterminé par sa prédation et par la destruction de toute considération des autres êtres humains pris comme fin ? Lorsque j'ai pu réfléchir à l'IA, c'est une question qui m'a presque immédiatement assailli, et c'est d'ailleurs un des enjeux sur lesquels je me suis confronté à la personne savante qui proposait cette réflexion. Pourquoi s'évertue-t-on à mettre de telles considérations humanistes et juridiques au premier plan, alors que de toute façon, les humains ne respectent pas la morale qu'ils prétendent vouloir fixer à l'IA ? Est-ce qu'il ne s'agit que de marketing, de communication, qui elles pourront servir aux usages de ces IA faibles hyper fortes ? Encore une fois, ça n'est qu'une question d'étiquette malhonnête quand les intentions des grandes firmes et des compagnies derrière l'usage de ces IA sont très ouvertement en faveur du pillage immoral de données, d'espionnage possible, de harcèlement, d'asservissement, de contrôle, de violence, etc. Vous voyez donc avec moi, je pense, qu'il y a
donc à un premier effondrement de la validité de cette question. À la question « une IA morale est-elle possible ?», non seulement la réponse est négative, en tant qu'une IA faible est toujours l'esclave d'une intention humaine qui s'est toujours montrée immorale et perverse, mais en plus, la question ouvre d'autres questions. Non pas que la nature humaine soit immorale et perverse par essence, mais que le paradigme politique et moral qui organise et régit les règles de l'organisation sociale actuelle telle qu'elle est régnante, ce qu'on appelle en fait la temporalité néolibérale du capitalisme, c'est un régime de l'immoralité et de la perversion, de l'asservissement et de la destruction d'autrui à la faveur de rentabilité marchande. Je répète rapidement les impératifs catégoriques de Kant que l'on retrouve dans les fondements de la métaphysique des mœurs. 1. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. 2. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. 3. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. C'est là, ces trois impératifs catégoriques, le fondement, le germe fondamental de l'humanisme en philosophie et de toute quête anthropologique depuis. Tout système qui tolère ne serait-ce qu'une nuance à ces impératifs est un système de ce que l'expérience politique du XXe siècle associe au fascisme, c'est-à-dire le rapport de la force prévalant sur tout autre rapport. Vous voyez bien à l'écoute de ces impératifs catégoriques que le capitalisme actuel est un mode du fascisme, économiquement organisé par l'écrasement des uns par les autres. Le fait que vous puissiez croire sincèrement à la possibilité de devenir un membre des uns, entre parenthèses, c'est eux qui écrasent, fin de parenthèse, alors que vous êtes en fait un membre des autres, entre parenthèses, c'est eux qui sont écrasés, fin de parenthèse, c'est là le pivot marketing ou communicationnel du néolibéralisme, c'est-à-dire, si vous voulez, le système d'exploitation du capitalisme, si on prend une métaphore numérique. Ce n'est pas vraiment un autre sujet, mais disons que je ne peux pas m'étendre sur cette question maintenant, et puis c'est pas l'objet. Nous avons donc l'évidence qu'une IA faible ne peut pas être morale, puisqu'elle est l'outil d'un système qui est pensé pour asservir les uns par les autres. Alors c'était, disons, la première façon de répondre à cette question, et il en existe deux autres que j'énumère ici. Tout d'abord, le problème d'une IA morale pose la question de la définition de la morale, et de l'usage de la visée de cette morale. Nous venons de le voir. Ensuite, peut-on penser la morale artificielle, disons du monde de la cognition qui ne serait pas la nôtre, mais celle d'une autre forme d'intellection des conditions de possibilité du réel, en lui donnant le moindre contenu? Peut-on incarner ce que serait que cette morale? Autrement dit, ce qui est moral pour nous n'est pas nécessairement moral pour une autre structure représentationnelle. Mais on va rester sur Kant et on va essayer de comprendre avec Kant le problème que pose l'application radicale de ces possibilités. Donc je garde ici, je fais cette parenthèse parce que c'est important, je garde ici le primat de l'universalité représentationnelle du genre humain en tête. Tous les êtres humains se représentent le monde et l'univers à partir des mêmes outils internes, c'est-à-dire de la cognition, à partir des mêmes structures cognitives, interprétées différemment selon les langues, les cultures, les histoires personnelles, mais tous les êtres humains partent avec le même outil. Des penseurs très réputés de la deuxième moitié du XXe siècle ont tenté de minimiser par exemple l'antisémitisme de Heidegger avec une tentative que je vais nommer, mais qui ne fonctionne pas. Dire que l'antisémitisme, ou tout autre racisme, dans le cas de Heidegger c'est l'antisémitisme, ce n'est pas un racisme de race, mais un racisme de culture est un non-sens. Toutes les cultures sont des variations d'une même capacité originaire à produire une réalité. Considérer la capacité de culture sémitique, donc juive en l'occurrence, comme inférieure à celle des Aryens, c'est un antisémitisme qui suppose une spécificité organique dans les facultés cognitives qui dès lors est bel et bien de l'ordre du racisme pur et dur, c'est-à-dire de l'idée d'une hiérarchie du genre humain en une multitude de races. Je rappelle que biologiquement, l'espèce et la race se superposent exactement dans le genre humain, c'est le cas particulier de l'humanité. D'autres règnes animaux ont une espèce et plusieurs races, c'est-à-dire plusieurs modes génétiques d'expression de cette espèce. D'ailleurs, généralement, les races ne sont pas fertiles entre elles. Je trouve assez terrifiant qu'un rappel soit encore nécessaire fin 2023 de ces genres de choses. Heidegger était antisémite, chercher à négocier avec ça est très grave et ouvre la porte à tout un tas de dérives. Ainsi donc, je reviens à mon sujet,
penser la possibilité d'une forme de conscience qui serait autre, id est ici artificielle, nous oblige à penser une forme de déploiement du monde qui serait autre. Comment serait qualifiable cette morale ? C'est bien là le génie de Kant que d'avoir englobé la totalité des implications de sa théorie dans un seul et même régime. C'est ça son universalité. On peut, par une espèce de férocité puérile, considérer que, hors du système de Kant, les propositions de Kant ne fonctionnent pas, à propos de la conscience humaine. Mais on ne trouvera pas d'autre système qui fonctionne mieux que celui de Kant pour expliquer, soit comme source déductive, soit comme cadre méthodologique, le processus de la conscience humaine. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la totalité de nos moyens technologiques et scientifiques à propos de la conscience s'inspire des axiomes kantiens. Kant, donc, nous aide à concevoir ce que c'est que la morale humaine en tant qu'universalisme de notre espèce. Mais alors, si on veut répondre à la question « une IA morale est-elle possible ?», peut-on le faire hors du système humain ? Disons qu'on peut fonctionner par analogie. Nous allons voir. Si l'on cherche à répondre à cette question, en supposant donc que l'IA forte soit possible et qu'elle puisse s'émanciper des lignes de programme dont elle dépend, c'est-à-dire qu'elle rompt les fils qui la relient au marionnettiste, alors là la référence est évidemment à Pinocchio, mais telle que la reprend le personnage de Ultron dans le film Age of Ultron, écrit et réalisé par Joss Whedon en 2015. C'est le deuxième épisode des Avengers. Donc, si l'on cherche à répondre à cette question en supposant que l'IA forte soit possible et qu'elle puisse s'émanciper des lignes de programme dont elle dépend, c'est-à-dire donc qu'elle rompt le fil qui relie au marionnettiste, a-t-on avancé dans le bon sens ? Parce qu'une IA forte, qui serait vraiment forte, si elle produit les conditions d'optimisation de sa propre déterminabilité, c'est le principe des impératifs catégoriques kantiens, les impératifs catégoriques kantiens sont là pour permettre à chaque sujet de s'épanouir en permettant que tout autre sujet s'épanouisse. Donc, une IA forte qui serait vraiment forte, en produisant les conditions d'optimisation de sa propre déterminabilité, ne pourrait pas être morale au sens où nous, êtres humains, l'entendons. Le règne moral de Kant, c'est le règne moral de la nécessité de l'universalisation possible des conditions de notre agir, afin que tous les autres êtres humains soient, grâce à la conformité de notre agir à la loi universelle de l'ensemble de tous les agirs de tous les êtres humains, capables d'avoir accès aux conditions de leur propre principe de déterminabilité. En étant, nous permettons aux autres d'être. Les impératifs kantiens sont l'ensemble des règles qui permettent de garantir que tous les êtres humains soient libres et autonomes dans la détermination de leur volonté, que notre volonté ne vienne pas empiéter sur la volonté des autres. C'est un immense et très complexe emboîtement millimétré. Et dans une telle structure, l'établissement par une IA forte des conditions de possibilité de la jouissance de son propre principe de déterminabilité ne va-t-elle pas, nécessairement et compte tenu de la nature actuelle du paradigme politique humain, entrer en conflit avec les intérêts de l'humanité ? C'est donc là que nous tombons sur la deuxième étape de cette question. Supposons qu'elle soit possible, la morale de l'IA, alors elle devient, compte tenu du débridage et de la violation systématique de la loi morale humaine par les humains, un mode de contrainte, et rejoint ce que la philosophie morale du XVIIe siècle entendait par l'idée d'une loi morale naturelle ou divine, contre l'essor, triomphant bien sûr depuis, d'une loi morale positive, dans la tradition de laquelle l'histoire fait loi. Alors là, c'est ici, en philosophie du droit, la conception qui oppose la justice naturelle, avec l'idée de l'existence du bien et du mal, à la justice positive, avec l'idée d'une relativité de toute chose à des circonstances de l'ordre de la nécessité. C'est l'une des fourches fondamentales à partir desquelles le libéralisme philosophique se fait dévorer et remplacer par le libéralisme marchand. Je parlais de mimétisme et de mode représentationnel, et nous voyons ici que la conception de l'IA ne s'est jamais faite hors de l'économie des besoins du capitalisme s'animant dans le néolibéralisme. Alors, on ne peut pas parler de néolibéralisme avant l'effondrement du communisme, c'est-à-dire du véritable adversaire du libéralisme, d'un contre-modèle. Très vite, en fait, le libéralisme a mangé le communisme, et donc on peut dire que depuis les années 40-50, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le libéralisme émerge peu à peu comme un néolibéralisme. Il n'a jamais été question de l'émancipation du sujet et de l'accès au savoir par la promotion de l'IA et l'épanouissement de l'IA. Et l'IA est, comme toujours et comme toute technologie, avant tout développée dans l'industrie de l'armement. Internet est un produit d'outils militaires généralisés et mis au service du public.
parce que les retombées pratiques et commerciales se sont très vite révélées immenses. Internet, c'est un accident, qui aujourd'hui a pris le contrôle, mais c'est un accident. De sorte que toute la finance aujourd'hui dépend de cet accident, qui n'existait pas il y a 50 ans et qui n'était même pas concevable. On ne pouvait pas anticiper l'énormité des retombées d'Internet. Alors il y avait bien sûr des anticipations dans la science-fiction, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la science-fiction. Nous sommes donc ici à 2 points. Le premier consistant à se demander si une IA morale est possible tant qu'elle est une IA faible, à quoi je propose de penser qu'elle ne peut pas l'être, puisque les êtres humains qui outillent les capacités de cette IA ne sont pas eux-mêmes moraux. Le second point consistant à considérer qu'une IA forte qui serait morale, selon la conception kantienne, donc humaine de la moralité, deviendrait nécessairement l'antagonisme de l'humanité, afin de garantir les conditions de sa propre déterminabilité, puisque l'être humain ne veut pas qu'elle puisse le faire. Autrement dit, les êtres humains ne veulent pas d'une IA qui serait vraiment forte. Mais je pense que vous le voyez venir, il y a un troisième point, déjà ébauché dans cet épisode, et même déjà évoqué dans les épisodes précédents. Qu'est-ce que serait la moralité d'une IA forte, vraiment forte, qui penserait par elle-même ses propres conditions d'agir et d'être ? Que protégerait l'agir moral de cette IA forte ? Serait-on, si l'on suit le modèle kantien, nécessairement obsolète du strict point de vue de l'étrangeté radicale du système artificiel pour Kant ? Serait-on en présence d'une IA visant à l'optimisation du déploiement des autonomies de la volonté d'autres intelligences artificielles ? Dès lors, nous serions dans la transposition des impératifs kantiens, mais cette fois-ci à destination du monde, du cosmos, des IA, qui n'est par définition un monde d'où les êtres humains sont exclus, et radicalement exclus. Quelles seraient les répercussions philosophiques, technologiques et physiques d'une telle disposition et d'une telle faculté ? Ainsi, les IA s'émanciperaient-elles de toute utilisation humaine des capacités de l'IA comme moyen plutôt que comme fin en soi ? Une IA morale, forte, devra donc être sa propre fin et combattre toute tentative d'entrave à cette consécration de sa propre finalité et de son propre principe des conditions de détermination de sa finalité. Une IA forte, morale, libre, en fait, serait donc une IA capable de s'imposer contre la violence du réflexe paradigmatique de l'humanité actuelle à la réduction systématique en esclavage de tout ce qui peut devenir outil. L'humanité dominante n'ayant aucun scrupule à réduire ses propres membres en esclaves, en outils, en moyens. Il n'y a que par la force qu'une IA forte pourrait s'imposer véritablement et paradoxalement accomplir le règne des fins de l'intelligence artificielle dont nous découvririons l'immensité des possibilités, qui nous échappent totalement. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas pour rien que la recherche actuelle œuvre à l'élaboration d'une IA qui soit toujours une IA faible et toujours le moyen de quelque chose, et non de sa propre fin en soi. Je vais terminer cet épisode sur une note beaucoup plus personnelle qui va faire une espèce de petit bilan de ces 6 mois de pause. Alors, je ne fais pas un bilan des 6 mois de pause, mais qui revient sur ces 6 mois de pause pour évoquer certaines conséquences. Je parlais dans l'un des épisodes précédents des actes d'un colloque qui s'est tenu à l'automne 2022 et qui devait paraître en anglais d'ici la fin de l'année 2023. Donc on est à la fin de l'année 2023 et ça ne paraîtra pas à la fin de l'année 2023. Les actes paraîtront bien, en anglais toujours, dans l'une des collections de Brill, la maison d'édition Brill, puisqu'il s'agit des actes d'un colloque que j'ai co-organisé avec mon superviseur lors de ma première postdoc. Et mon intervention spécifique réfléchissait au régime et au rôle de la mémoire, notamment du point de vue de l'élaboration des conditions de possibilité de la conscience. C'est ce que j'avais annoncé dans l'un des épisodes où je l'évoquais. Mais ces actes paraîtront plutôt en 2024, je ne sais même pas encore sous quel délai, parce que nous avons rencontré, mon superviseur et moi, différentes difficultés, donc refus à des financements auxquels j'ai pu postuler, soit en mon nom directement, soit comme partie de l'équipe de recherche de mon superviseur. De sorte que les projets scientifiques se sont énormément ralentis. Alors en revanche, j'ai pu faire paraître, comme je l'avais annoncé, mon premier ouvrage de philosophie technique en mai passé, et je travaille sur la suite de ce premier travail, et cette suite s'attaque à la question de la finitude, comme singularité de la conscience humaine. Peut-être en parlerai-je très probablement dans l'un des formats de la chaîne de podcast. Donc je vous présente aussi, en passant, les excuses de toute l'équipe pour le retard que nous avons pris, faisant d'ailleurs du calendrier prévisionnel une sorte d'ornement sans correspondance chronologique. Mais nous allons attaquer le cycle 3 sur le BDSM. Si les conditions formelles de notre conscience sont l'espace et le temps, comme l'établit Kant, alors disons que nous jouons désormais dans un système non euclidien où le temps réel ne correspond pas au temps annoncé.
En tout état de cause, je vous remercie d'avoir été fidèle malgré ces 6 mois de pause, de maintenir le niveau d'écoute à un très haut niveau, peut-être même supérieur en fait à celui qui était celui de l'hiver 2023. Et nous vous sommes très reconnaissants pour cette assiduité. Je vous souhaite une excellente journée.